Numérique. Numérico. Numérico. C'est que du web. Numérico. Numérico. Bonsoir Alexandre Le Bourdoulec. Bonsoir Wendy Sanchez et bienvenue dans Numérico. La cybersécurité est un sujet clé qui concerne la sécurité numérique. Elle représente des enjeux économiques, stratégiques et politiques, parfois très compliqués. Excellence technique, adaptabilité et coopération sont essentielles dans ce domaine, surtout quand on sait qu'une stratégie nationale de cybersécurité demande de la continuité politique et une vision à long terme. C'est ce que nous allons tenter d'explorer de manière holistique, à l'aide d'experts et de différents invités dans cette 3e édition de Numérico. Inspirant. Impactant. Numérico. Numérico. Nous ne pouvions pas commencer cette émission sans expliquer l'absence à l'antenne de Geoffrey. Geoffrey de Cerneux, qui coanime habituellement Numérico, a rédigé la semaine passée un tweet extrêmement problématique qui a offensé la principauté de Monaco. Je me suis entretenu personnellement avec le prince Albert samedi dernier. Je connais Albert, ou plutôt son Altesse Sérénissime, comme on l'appelle dans le jargon, depuis un tournoi de beach volley à Mandelieu-la-Napoule en 2017. Depuis ce tournoi, nous échangeons régulièrement, lui et moi, sur le réseau social Snapchat. Au cours de samedi de notre conversation, j'ai pu mesurer l'impact qu'avait eu le tweet de Geoffrey. J'ai pris donc la décision de le suspendre d'antenne pour une durée d'1 semaine. Geoffrey a parfaitement compris cette décision. Nous retrouverons Geoffrey dans le prochain épisode de Numérico. Avec nous ce soir, Jean-Baptiste Rohan de Merzieux-Pommet. Vous êtes historien du numérique, vous enseignez à la faculté de Nancy 3 et vous interviendrez quand il vous semblera nécessaire pour nous faire bénéficier de votre hauteur de vue. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à tous les deux et bonsoir à toute l'équipe. Jean-Jacques Carr, vous êtes expert Livebox auprès de Orange Bourgogne-Franche-Comté. Nous vous interrogerons durant l'émission sur les questions d'ordre technique concernant les procédures de connexion au réseau Internet. Bonsoir Jean-Jacques Carr. C'est carré. Merci Jean-Jacques. Alain Etchegoyen, vous êtes un militant vélo-taf très connu au Pays Basque. Le 12 février 2017, votre vélo électrique a été piraté. Vous ne pouviez plus le maîtriser, vous avez été flashé à 148 km/h sur l'autoroute A63 à hauteur de Biarritz, avant d'être finalement intercepté suite à un barrage installé par la gendarmerie à la frontière espagnole. Bonsoir Alain Etchegoyen. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toute l'équipe. Jordan Munoz, vous êtes ambassadeur digital pour la célèbre marque alimentaire Panzani. On vous connaît aussi pour votre participation à l'émission de télé-réalité Les Marseillais à Canquin en 2013. Vous avez été victime d'un raid numérique de la part de trolls suite à un tweet à propos de l'émission Koh-Lanta. Et l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Bonsoir Jordan Munoz. Salam l'équipe, salam. Cécile Mouette, vous êtes commentatrice de football au cours de la saison 2018-2019. Durant un an de Dijon que vous commentiez, vous avez été victime de ce que l'on appelle un hacking vocal. Vous nous raconterez votre mésaventure. Bonsoir Cécile Mouette. Bonsoir, merci pour l'invitation. Pierre Pompée-Babouin, vous êtes chercheur et conférencier spécialiste de l'intelligence artificielle et depuis des années, vous défendez leur droit à connaître l'amour, y compris sur le plan charnel. Bonsoir Pierre Pompée-Babouin. Bonsoir à toute l'équipe et merci pour votre bienveillance. Franz Heinrich, vous êtes Community Manager d'Interflora pour la région Alsace. Le 2 avril dernier, votre entreprise a été la cible d'une cyberattaque entraînant de nombreuses erreurs dans le traitement des commandes. Vous nous raconterez comment votre société a vécu et surmonté cette crise. Bonsoir Franz Heinrich. Bonsoir Wendy, bonsoir Alexandre et cœur sur toute l'équipe. Guy Joao, vous êtes connu depuis que l'on vous a confondu avec le tristement célèbre Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow le 11 octobre 2019. Décidément, le sort s'acharne sur vous puisque vous avez été victime du piratage de votre Thermomix en mars dernier. Bonsoir Guy. Bonsoir. Avec nous ce soir également notre chroniqueur série, Alan Fourmi. Ça rime. Bonsoir Alan. Bonsoir à tous. En tant que fan de série, je dois avouer que j'ai moi-même été victime à de nombreuses reprises de piratage. Eh oui. Salut Alan, tu peux me prêter des codes MyCanal s'il te plaît? Ou encore,
Alan, ça te dérange pas si je me connecte à ton Netflix pour regarder Orange in the New Black? On se retrouve tout à l'heure pour ma chronique. Et enfin, Nicolas Snowden, vous êtes expert des questions de sécurité et d'intelligence artificielle, né d'un père belge juif pratiquant et d'une mère française catholique. Vous êtes analyste stratégie, sécurité et renseignement, consultant, expert en terrorisme, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez été également agent de renseignement de la Direction générale de la sécurité extérieure, notamment en Europe de l'Est et dans les Balkans. Vous êtes aujourd'hui responsable de la cybersécurité pour l'enseigne de bricolage préférée des Français, Leroy Merlin. Nicolas, tout au long de cette émission, vous nous apporterez votre expertise pointue de la cybersécurité. Vous réagirez aux témoignages de nos différents intervenants qui ont tous été victimes de cyberattaques ou de cyberharcèlement. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Je voulais juste ajouter à cette présentation que je suis un Européen convaincu. En fait, pour moi, vraiment, toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés ne peuvent se régler qu'à l'échelle européenne. Hein. Et par ailleurs, j'ai aucun lien de parenté avec Edward Snowden, hein, qui est quand même un mec qui a trahi son pays. Hein. D'accord, bonsoir Nicolas et bienvenue dans Numérico. Alors, la cybersécurité, ce secteur d'activité des travailleurs de l'ombre, travailleurs qui luttent quotidiennement contre des ennemis, qui prennent parfois l'apparence de ver ou de cheval de Troie pour attaquer les logiciels et les données numériques. Alors Nicolas, pour aider nos auditeurs à se familiariser avec ce sujet hautement important, si je vous dis que les gens qui travaillent dans la cybersécurité sont à l'Internet, ce que les gardiens d'immeubles sont aux immeubles, que me répondez-vous ? Pas vraiment. Enfin, de toute façon, il n'y a plus tellement de gardiens d'immeubles. Hein. Maintenant, ça a été sous-traité à des sociétés qui sortent les poubelles. Hein. Donc, non. Hein. Ok, si je vous dis que le mot de passe est à Internet, ce que la clé est à la serrure, est-ce que je me trompe ? Ouais, il y a de ça, ouais. Ok. Et si je vous pose cette question, Nicolas, c'est parce que Mark Zuckerberg, donc le CEO de Facebook, s'est récemment fait hacker son mot de passe qui était dadada. Tout le monde s'est moqué de lui en disant que ce mot de passe était complètement nul. Donc sur une échelle de 1 à 10, vous mettriez quelle note à ce mot de passe, Nicolas ? 1. Ok. Mais c'est quoi votre mot de passe à vous, par exemple, Nicolas ? Je vais pas vous le donner. Hein. Ok, mais est-ce que donner son mot de passe à quelqu'un qu'on apprécie vraiment, c'est pas une manière aussi de lui dire j'ai confiance en toi, je t'accepte dans ma petite bulle, quelque part ? Non, attendez, c'est n'importe quoi ça. On donne pas son mot de passe à qui que ce soit, hein, même pour insérer une personne dans sa bulle. Hein. Non, ça je le dis très clairement. Hein. On donne pas son mot de passe. Non, mais je plaisante, Nicolas. Bien sûr qu'on donne pas son mot de passe. Merci beaucoup pour cet éclairage. Jean-Jacques, une remarque peut-être ? Non. Si je peux juste me permettre, la Livebox, c'est un peu, ceux qui en ont doivent le savoir, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quel problème on va tomber. C'est pas mal du tout ça. Merci Jean-Jacques et merci Nicolas. Merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous allons maintenant passer au témoignage de nos invités. Avec Omer Vacances, profitez d'une expérience inoubliable dans plus de 130 camping-villages 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Et en ce moment, bénéficiez jusqu'à moins 25% sur vos prochaines vacances en famille. Rendez-vous sur omer.com. Bonsoir Alain Tchegoyen, nous l'avons évoqué au début de l'émission, vous êtes vélo-taffeur en matière de cyberattaque, vous avez vécu une expérience d'une violence inouïe. Racontez-nous cette histoire où, sans en rajouter, on peut dire que vous avez complètement perdu les pédales. Bonsoir Alexandre. Eh bien oui, merci de m'inviter pour pouvoir témoigner de ce qui m'est arrivé. Un vrai traumatisme. C'était le 12 février 2017. Comme vous l'avez dit, je suis vélo-staffeur. Je circulais alors avec mon vélo électrique dans le centre-ville de Bayonne et je me dirigeais vers un rendez-vous avec la police municipale suite à un signalement que j'avais effectué dans la matinée pour déplacer un véhicule qui empiétait sur une piste cyclable. Bref, je pédalais normalement rue Orbe et quand je passe devant Monoprix, je sens une réaction anormale de mon véhicule. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si j'avais borné avec une antenne. Il y a eu un bip, et j'ai senti mon vélo qui commençait à accélérer, à perdre les pédales, comme vous avez dit. 25 km/h, 42, 68. Je voyais les chiffres monter de manière vertigineuse.
Et c'est alors que le vélo a commencé à s'engager sur la rocade nord. Alors, j'arrive quand même à attraper mon téléphone et j'appelle Pachi. Pachi, c'est mon époux. Je lui dis, Pachi, tu m'entends, je maîtrise absolument plus le vélo. Je dis, appelle la police, Pachi, appelle la police. Tout ça avec la vitesse. Alain, quand vous sentez que vous allez arriver avec votre vélo sur la Rocade Nord, c'est quoi le sentiment qui prédomine? Il y a de la peur, ou il y a aussi un sentiment d'exaltation qu'on peut ressentir, par exemple, quand on saute en parachute ou quand on fait du deltaplane. Bien sûr, mais j'ai pratiqué tous ces sports d'ailleurs, hein. Mais c'est à la fois la plus grande peur de ma vie, et je crois que c'est vrai que c'est la sensation d'exaltation la plus folle que j'aurais jamais plus. C'est-à-dire que moi je suis du Pays Basque, vous voyez, je suis basque, mais même la corrida me paraîtra toujours fade à côté de cette expérience. Mhm. Et pourtant des corridas j'en ai fait. Et Ouais, des vous en avez lâchers. fait. Mhm. Des lâchers de taureaux dans les rues de Dax, de Bayonne, que sais-je encore de Pau. Bon après c'est pas le Pays Basque, mais Les férias qu'on connaît bien au Pays Basque, et c'est pour ça qu'on aime les Basques. bien sûr il faut venir, hein, avec cette crise on a besoin de vous. Poursuivez votre témoignage, Alain. Vous savez, c'est compliqué quand même, ça me remue. Mais bref, je pars sur la rocade, et vous savez, je la connais bien cette rocade. Tout le monde la connaît à Bayonne, cette rocade. Et là, comble de malchance, j'arrive là-bas, il est 17h42. Je me rappelle, c'est affiché sur mon petit cadran. Et là, vous savez, à cette heure-ci, c'est comme dans toutes les villes de France, je pense. Le trafic, il est très dense. Il a fallu que je zigzague entre les voitures. Et autant vous dire que j'ai instantanément emprunté la bande d'arrêt d'urgence. Et en croisant les doigts, qu'il n'y ait pas un automobiliste qui fasse une embardée, pour que sais-je, doubler par la droite. Bref, là, les automobilistes, ils me klaxonnaient, ils me faisaient des appels de phare. Il y en a même, Alexandre, il y en a même qui me faisaient des grands signes en rigolant. Comme si de voir un homme en détresse sur un vélo fou, ça ne pouvait pas les attendrir. Et c'est à ce moment-là, Alexandre, que je me suis pris un flash, comme un flash inouï. Et j'ai cru que c'était le bout du tunnel, j'ai cru que c'était la lumière. Non, c'était le radar. C'était le radar de la A63 à hauteur de Biarritz. Il m'a flashé à 148 km/h, Alexandre. 148 km/h en vélo, ça doit être une sensation assez folle. J'en ai vécu des expériences, je l'ai déjà dit, mais celle-là... Puis cette selle qui ça devient inconfortable au bout d'un moment, vous comprenez? La selle, le guidon, tout est inconfortable. Alain Numérico s'est procuré l'enregistrement de la patrouille de gendarmerie qui s'est engagée à votre poursuite ce jour-là. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait. Tu vois toujours? Ouais. Le problème c'est qu'il ralentit pas. Oui, on est derrière un véhicule avec un refus d'obtempérer. Au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir comme un hélicoptère au-dessus de ma tête. Alors, j'ai eu un petit peu comme un soulagement. Je me suis dit, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul sur la rocade avec des gens qui rigolent et qui se moquent. Et puis de temps après, la voiture de police, elle m'escorte. Et là, j'ai vu le panneau de l'Union européenne à ce moment-là, en fait. J'ai vu qu'on arrivait à la frontière franco-espagnole. Je me suis dit, j'ai pas mon passeport, mais bon, je pense que là, à ce moment-là, ils pouvaient me faire une fleur. C'est secondaire à ce moment-là, on imagine. Et pourtant, tout m'est passé, toute ma vie m'est passée à travers ma tête, y compris mon passeport. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les autorités, elles ont jeté comme des herses, vous voyez, des grands clous là. Et c'est pour stopper ma flambardée, quoi. Et j'ai fini carrément dans la cabine de télépéage. Je crois que vous avez été hospitalisé 6 mois après, c'est ça? J'ai été hospitalisé 6 mois après, vous vous en doutez, après 14 jours de coma. Quand vous voyez les herses se mettre en place et que vous devinez que vous allez en fait terminer votre course encastré dans une cabine de télépéage, c'est quoi votre sentiment? La peur ou le soulagement d'arriver enfin à la fin de votre calvaire?
Vous savez, Alexandre, je ne vous souhaite pas ce genre d'événement. C'est un sentiment ambivalent. C'est un sentiment ambivalent. J'en pouvais plus, vraiment, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, peu importe la chute, il fallait que je m'arrête. Et j'ai bel et bien fini dans la cabine de péage. Et comble de malchance, pendant toute mon incarcération dans la cabine, j'ai mon badge télépéage qui a bipé et qui a ouvert la barrière toutes les 10 secondes. J'ai été facturé 2456 €. Et je suis en pourparlers avec la société d'autoroute, si vous pouviez faire un geste, éventuellement, si vous pouviez peut-être faire jouer vos voitures. Voilà, donc une facture, 2 semaines de coma, 6 mois d'hospitalisation et de rééducation. Et j'avais Pachi, il était là. Et voilà. Bon, on va peut-être faire intervenir nos experts. Jean-Jacques, notre expert Orange spécialisé Livebox, est-ce que vous avez une réaction, une expertise à nous apporter? En effet, je suis Jean-Jacques, donc je vais me permettre de prendre en charge votre dossier, d'accord. Est-ce que il y avait quelque chose, s'est passé quelque chose de particulier à ce moment-là dans votre entreprise, de type coupure d'électricité ou orage, travaux, ligdilol, nazisme? Oui, mais j'ai eu des sabotages. J'ai mis ça sur le dos du club cycliste, mais je pense que c'est eux. Je vous confirme que tout fonctionne correctement côté réseau actuellement. Est-ce que vous êtes satisfait de ma réponse personnelle au nom d'Orange? Je vous souhaite une excellente journée. Merci et bon courage. Merci, au revoir. Nicolas Snowden, on connaissait les voitures qui devenaient incontrôlables avec des problèmes de régulateur de vitesse bloqués. Est-ce que vous aviez eu déjà connaissance de piratage de vélos électriques? Alors, déjà, je voulais dire que je me sentais vraiment très proche d'Alain et des vélotaffeurs, hein, parce que moi, les thématiques environnementales, tout ce qui est la révolution verte, ça me tient énormément à cœur. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai conçu la première borne anti-moustique hybride et connectée. Hein, et j'insiste vraiment sur le terme hybride. Hein, c'est quelque chose d'essentiel dans mon invention, hein, qui m'a un peu permis de percer dans le milieu, hein, parce que j'ai été repéré par Julian Assange après ça, et il m'a permis d'intégrer son école de hacking. Et ça vraiment, c'est ce qui m'a mené aux fonctions que j'occupe aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'à l'heure du développement des circulations douces, ces attaques, elles vont se faire de plus en plus nombreuses. C'est l'un des principaux risques sécuritaires, hein, que nous encourons au cours des prochains mois et des prochaines années, hein, avec le risque climatique et le risque terroriste. Hein. Et donc voilà, il y a vraiment une attention accrue de la part des industriels là-dessus. Donc, alors, quand vous avez un vélo électrique qui est piraté et qui part en roue libre, hein, il faut avoir un mode de freinage physique à disposition. Et là, je vous livre un petit scoop parce que je suis dans une boucle Telegram avec lui. C'est que Elon Musk, il est en train de bosser là-dessus. Il bosse dessus avec la NASA. Ils ont monté une collaboration pour en fait concevoir des chaussures en Kevlar qui vont vous permettre de freiner avec les pieds, même à grande vitesse. Donc ça va être quelque chose de très 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 résistant parce que vous aurez un freinage efficace jusqu'à 220 km/h a priori sur tout type de surface, hein, donc sur une route goudronnée, sur une piste, sur une colline boueuse et même sous la pluie. Donc là, c'est un immense progrès potentiellement en termes de sécurité pour les cyclistes et plus généralement pour les vélotaffeurs. D'accord. Ce sont des chaussures qui doivent certes apporter un sentiment de sécurité quand on enfourche son deux roues, mais ça doit être quand même assez inconfortable à porter toute la journée, non? Oui, alors ça c'est sûr, hein, on est sur un produit qui est d'abord utilitaire. Typiquement, par exemple, vous n'allez pas vous balader en chaussures de ski toute la journée non plus. Donc ces chaussures en Kevlar, vous les mettez quand vous faites du vélo, quand vous êtes sur votre vélo électrique, mais vous déchaussez, vous mettez des chaussures de ville ou de basket, évidemment, quand vous descendez. Exactement. Wendy et Alex, je me permets de vous couper, je me faisais une petite réflexion. On a Nicolas Snowden, on a la chance d'avoir Nicolas Snowden ce soir avec nous.
J'y réfléchissais, dans l'histoire des grands génies, on a eu Nikola Tesla, on a eu Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos. Mais le prochain génie de la technologie, il va s'appeler comment? Cyborg 2040 XTM? Notre prochain invité a été victime de quelque chose qui devient tristement banal sur les réseaux sociaux puisqu'il a été la proie de ce que l'on appelle un raid numérique. Avant d'écouter son témoignage, petite pause musicale avec un titre qui met tout le monde d'accord, Happy de Pharrell Williams. Digital. Respect. Numérico. Numérico. Bonsoir Jordan Munoz, vous êtes ambassadeur digital pour la célèbre enseigne de pâtes de sauce tomate Panzani. Vous êtes également connu pour avoir participé en 2013, on l'a dit tout à l'heure, à l'émission de télé-réalité Les Marseillais à Cancun. Le 7 mai dernier, vous étiez à votre domicile en train de regarder Koh-Lanta et là, vous décidez d'envoyer un petit tweet pour réagir à l'émission. Voici le tweet que vous avez publié. Vincent a fait une aventure juste énorme. Il est si drôle et si touchant, virgule. Félicitations pour ce beau parcours, l'ami, point d'exclamation, emoji cœur, hashtag Koh-Lanta. Alors, c'est ce qu'on appelle un tweet point de vue, généralement diffusé sous le coup de l'émotion. Ça arrive. Le problème, c'est que vous tweetez ce point de vue, non pas sur votre compte personnel, mais sur le compte officiel de la marque Panzani. Et ça, les gens ont du mal à l'encaisser. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite ? Bien résumé, hein. J'étais avec mon ami José Biscoccio, qui est un peu, on va dire, l'homme à tout faire du Madame à la Jonker. Pour ceux qui connaissent, c'est en fait c'est un bordel, hein. Il faut savoir que chaque vendredi soir, on a notre petit train-train quotidien, c'est-à-dire boire le maximum de Red Bull en écoutant le replay de la semaine des GGRMC et en essayant de finir aux urgences en chopant une tachycardie. Sauf que José, il avait un peu les couilles à l'envers, clairement, hein. Et il grogne à sa moustache, il me dit de mettre la une. Moi, il faut savoir que j'ai travaillé dans le monde de la télé avec mes diverses aventures, mais j'ai jamais vraiment regardé Koh-Lanta, à part peut-être Dylan, que je connais personnellement, avec qui on a fait La Villa des Cœurs Brisés. Donc voilà, après, j'ai jamais trop regardé. Et c'est vrai que je me prends au jeu, et c'est vrai que ce Vincent est un véritable bol d'air frais, clairement, hein. Donc, sans prétention, je poste ce tweet pour lui témoigner une sympathie certaine. Et là, c'est le bad buzz qui arrive. Je m'amène les pinceaux, tout simplement, entre mes différents comptes, parce que forcément, entre placement de produits, mon poste de CM, des fois, je peux pas tout gérer. Je bois beaucoup des fois, donc c'est vrai que je m'amène les pinceaux. Donc, pour conceptualiser, il est important de savoir que je suis que le CM intermittent du compte Panzani, hein. Pour la faire court, hein, en fait, on se partage le compte avec Alain Madelin, suite à une directive du directeur général de Panzani. En fait, Xavier, tout ce qu'il voulait, c'était apporter une touche pop et décalée, avec une star montante de la télé-réalité, moi. Il y a une connaissance approfondie des réseaux sociaux. Faut savoir que je me suis fait connaître au début. J'avais mon petit réseau. Je commençais à faire un petit top tweet comme ça. Puis, entre top tweets léchés sur les sujets d'actualité, des placements de produits aussi divers et variés, allant de la pilule amincissante en AK3 qu'au t-shirt militaire du Hamas, mes aventures sur W9, bien évidemment. Et pour couronner le tout, un joli minot, on va pas se mentir, hein, rapidement devenu leur tête de gondole. Alors, ouais, quand même, comme des tests, la seule chose que je sais, c'est que je laisse pas indifférent. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite bise au CM de citation du jour qui m'avait soufflé ça un jour. Donc forcément, le moindre faux pas est interdit et s'ensuit, comme vous l'avez dit, ce raid numérique. Insulte, menace, injure. Depuis, je vis sous garde rapprochée que je dois partager avec Sonia Mabrouk. Ah oui, Sonia Mabrouk, oui, tout à voilà. fait. Que je peux pas m'encadrer d'ailleurs. Oui, je comprends. Vous êtes chez Orange? Non. Non, D'accord. chez Bouygues. D'accord.
Écoutez, Jordan, dans le respect de votre peine, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle quand on parle de haine en ligne, je vais me permettre de citer quelques-uns de vos tweets, des tweets que vous avez reçus, qui ont été sélectionnés par la rédac. Donc ça commence le 7 mai par un tweet qui va vous être fatal. Je cite: « Une grande enseigne de spaghettis qui se permet de prendre position sur koh en France en 2021, vraiment ?» Donc emoji pouce en bas. Après ce tweet, c'est l'avalanche, le 7 mai encore. Panzani, ou plutôt Pan-Nazi, j'ai pas raison, la team, 3 points d'interrogation. Là, le tweet prend 12 faves dans la demi-heure. 24 heures après, il est à 97 faves et 22 RT. Toujours le 7 mai. Des pâtes, point d'exclamation. Donc des pâtes. Emoji note de musique. Des claques surtout. Emoji point, emoji rouge colère. Ben, moi, c'est simple. Oui, mais j'ai pas fini, Monsieur Jordan. On va vous écouter juste après. Je continue. Le 8 mai, c'est votre jugement qu'on remet carrément en question, votre jugement personnel, votre point de vue. Vincent n'est ni drôle ni touchant, point. Donc là, c'est 5 faves, 14 RT, 2 tweets cités. S'ensuit un autre tweet assassin, le 8 mai encore. Être drôle et touchant n'a jamais permis à personne de gagner koh, point d'exclamation. Donc là, si je peux m'exprimer. Non, mais attendez, j'ai pas fini, Monsieur Jordan Munoz. On va vous écouter, mais là, je continue parce qu'après, c'est pire encore. Okay. Comme si la haine sur les réseaux sociaux ne suffisait pas. Depuis hier, la presse nationale a pris le relais. Je vous cite quelques titres. France Info, le CM de Panzani dans la sauce. Libé, le CM de Panzani se prend les pattes dans le tapis. Numérama, Panzani était une machine à broyer des pattes. Mediapart, pour le CM de Panzani, la fête est finie, notre grande enquête en 7 volets. Non, mais c'est grave, là, on voit bien que c'est hyper grave, très très grave. Moi, je suis pas là pour me justifier. Oui, non, mais vous n'êtes pas là pour vous... Non, mais attendez, Monsieur Jordan, je voudrais d'abord donner la parole à Monsieur Snowden. On va donner la priorité aux experts quand même. Après, on vous écoutera. Nicolas Snowden, une réaction? Là, on sort un peu de mon domaine d'expertise, parce que moi, je travaille sur la cybersécurité et pas sur les réseaux sociaux. Je pense, il aurait fallu pour ça inviter mon collègue et grand ami Jérémy Lescabot, qui est notre community manager chez Leroy Merlin. Alors, il fait souvent des masterclass, des TEDx sur l'e-réputation. C'est vraiment un immense expert. La semaine dernière, pour info, il était à la Paris Parrose University de Washington. Il donnait une conférence sur ce thème. Et puis, alors, petit scoop, encore une fois, je suis généreux avec vous aujourd'hui, c'est qu'il est pressenti pour prendre la chaire Mehdi Meklat, gouvernance digitale à Sciences Po. Il va sortir un MOOC, bref, je peux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment le mec à suivre si vous vous intéressez à ces questions d'e-réputation. Après, moi, ouais, franchement, vous devriez même l'inviter, un de ces 4. C'est un super mec. Voilà, on fait souvent de la chasse à courre ensemble, vraiment super gars. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, Jordan, c'est que c'est ce que font beaucoup de gens d'ailleurs dans ce cas-là, publier un livre racontant votre expérience. Ça vous permettra d'exorciser un peu ce qui vous est arrivé. Mais ouais, un livre, c'est une très très bonne idée. S'exprimer, ça fait toujours du bien, c'est vrai. Je peux parler maintenant? Parce que tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même eu l'impression que ce témoignage était une cabale contre moi, clairement. Moi, je suis pas là pour me justifier. J'ai tout simplement lâché un petit tweet. Ma seule erreur a été de m'amener les pinceaux avec mes différents comptes. Mais on voit bien que clairement, il y a une attaque contre moi, contre ma personnalité, parce que tout simplement, je suis beau. Pas top la météo en ce moment. On va tenter de mettre un peu de soleil dans vos oreilles. Promis Gaou, Magic System. C'est tout de suite sur mon radio. Inspirant. Impactant. Numérico. C'est que du bonheur. Nous sommes le 7 décembre 2019. Nantes affronte Dijon pour le compte de la 17e journée du championnat de France de football. Cécile Mouette, vous êtes à votre poste de commentatrice pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de beIN Sport Max 8. Cécile, on va se tutoyer, on va pas faire semblant. On a longtemps travaillé ensemble au service des sports de France Télé. On s'est côtoyés notamment à l'occasion de la couverture des championnats de France de cyclocross à Noirmoutier en 2017. On embrasse Francis Maroto d'ailleurs, Fabien Lévesque, Céline Giraud, qui nous écoutent sûrement. Le 17 décembre,
2019, donc, vous commentez ce match comme vous en avez l'habitude. La première période se déroule sans problème, 0-0, score nul et vierge. Vous reprenez l'antenne pour la seconde mi-temps et vous êtes alors victime de ce qu'on appelle un hacking vocal. En effet, un hacker albanais qui voue un véritable culte à Thierry Roland diffuse des extraits sonores de Monsieur Roland durant ton commentaire plutôt, on se tutoie. Est-ce que c'est bien ça, Oui. Cécile? Ouais, c'est tout à fait ça, mon Alex. T'as super bien résumé, ouais. Je te propose qu'on diffuse un petit extrait de ce piratage pour que nos auditeurs se rendent bien compte de la situation. Soir de Ligue 1. De retour à la Beaujoire pour ce Nantes-Dijon 0-0 à la pause. On espère franchement qu'il se passera plus de choses durant la seconde période. Pas de changement visiblement, ça a l'air d'aller pour Ludovic Blas qui est toujours sur la pelouse malgré son choc tout à l'heure avec Frédéric Samaritano. Puis les Nantais vont devoir produire autre chose s'ils veulent garder une chance de maintien cette saison. J'espère que dans les vestiaires, Antoine Camboiré leur a un petit peu soufflé dans les branches. Et puis que, comme ils nous doivent une revanche, parce que la première mi-temps a été légèrement soporifique, qu'ils vont nous faire une bonne deuxième période, qu'ils vont marquer 1 ou 2 buts comme ça. On oubliera la première. Oh, attention à l'occasion nantaise. Koulibaly. Ça fait un peu penser au match d'hier soir en Ligue des Champions, c'est pas terrible. Comme le Bayern hier à la dernière seconde du match. L'occasion de mettre un but, peut-être. Blas, Loutsa qui redonne en retrait à Palois. Mais non, pas de ce côté-là. Le ballon est dans les pieds dijonnais. Kolemanga. Lotoa qui donne un baldé. Oh, le pénalty pour Dijon. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas croyable qu'il accorde le pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. C'est très sévère vraiment. C'est vraiment très sévère. À côté. Eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Je chie dessus, ouais. Première question qu'on a envie de te poser, Cécile, c'est juste à aucun moment tu te rends compte du truc? En fait, je m'en rends compte, Alex, mais pas tout de suite. Parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas du milieu, c'est qu'une reprise d'antenne comme ça, à la mi-temps, c'est compliqué, si tu veux. D'abord, on vient de passer 15 minutes au buffet presse. Soit dit en passant, à la Beaujoire, il est tip-top. Un grand bravo d'ailleurs aux équipes de Brison, traiteur passion, à Nantes. Franchement, ils font un boulot remarquable depuis des années. Il y a notamment des petites briochettes au foie gras à tomber par terre. Bref, je reprends l'antenne comme on l'entend. Bon, honnêtement, j'avais bu un petit coup de Coteau du Léon 2007, absolument délicieux. Mais je vois pas de changement, comme je le dis dans l'extrait, ça reprend. Mais je vois Grégoire Moulinet, journaliste en bord terrain, me faire des grands signes. Mais comme Greg, il aime bien déconner, tu le connais toi, Alex, je me dis qu'il est encore en train de faire une imitation. Ouais, je comprends pas, je comprends pas. Alors, pour le coup, j'ai rapidement côtoyé Greg à Automoto entre 2014 et 2016 et je peux confirmer que c'est un mec qui est H24 dans la blague. C'est un plaisir de bosser avec lui. Après, Greg, c'est aussi un pro, il sait quand il faut s'arrêter. Ouais, c'est ça, mon Alex, il est comme ça, mon Greg. Enfin bref, du coup, il continue à me faire signe. Et puis bizarrement, moi, j'ai plus de retour dans mon casque. Ça arrive souvent parce que les techos, ils débordent aussi un peu parfois sur la mi-temps, si tu veux. Enfin bon, je t'apprends rien. Puis mon téléphone, il se met à vibrer, mais genre énormément. J'attends que Smaïl Bouabdella passe à un autre match pour aller voir. Et puis en off, encore une fois, comme on dit dans le jargon, Smaïl m'appelle entre-temps. Il me dit « Mais Cécile, écoute, pour l'instant, on reste comme ça. Tu fais comme s'il se passait rien. » Mais je vois que professionnel, Smaïl aussi. Ouais, il est tip top. Franchement, un gars super, vraiment comme il est à l'antenne en privé, quoi, si tu veux, hyper sympa. Et là, je vois que mon téléphone continue à vibrer anormalement. Et puis, je découvre plein de mentions encore là sur Twitter dans une langue qui m'était complètement inconnue. J'active la traduction automatique de Bing et ça donne un truc du genre Monsieur Pied, vous êtes une armoire. Je comprends rien du tout, quoi. Ouais, donc simultanément, tu te fais donc harceler par des trolls albanais. On imagine que
Ça doit pas être évident à gérer. Jean-Jacques? Bah, c'est du passé. C'est dans le passé, là, ce qu'elle dit, la fille. Donc, faut lâcher le passé qui est pas cool. Faut avancer. Faut oublier ça. Le passé, c'est derrière. Faut pas rester bloqué comme ça. Merci Jean-Jacques. Nicolas, vous y aviez déjà eu connaissance de ce type de hacking dans l'histoire digitale du numérique? C'est-à-dire, on a été confronté à une situation de ce type chez Leroy Merlin. On a eu des hackers de Timisoara en Roumanie qui avaient diffusé nos annonces de promo sur les perceuses à percussion avec la voix française d'Eddie Murphy dans nos 140 magasins. Hein. Donc, faut imaginer le chaos que ça génère. Hein. Dans tous les magasins, vous avez hey, mec, c'est moins 30% sur les perceuses. Bon, là, c'est panique totale. Hein. Donc, alors là, pour ce qui s'est passé pour Cécile, hein, selon moi, l'hypothèse la plus probable, c'est une intrusion via le Bluetooth. Il faut toujours mettre un mot de passe sur votre appareil Bluetooth avec au minimum une majuscule et 2 chiffres, parce que sinon, n'importe qui peut se connecter sur votre appareil, hein, votre device, hein, comme on dit chez les professionnels, et puis diffuser le son de son choix. Et là, en l'occurrence, c'était Thierry Roland. Ouais, mais décidément, les femmes et le sport, c'est toujours une sacrée histoire. Hein? Nicolas, là, en l'occurrence, c'est que du foot, mais on peut imaginer un piratage vocal plus sérieux, comme par exemple au hasard le président Macron qui penserait recevoir un appel de Joe Biden qui lui dirait Allô Emmanuel, la France et tout, là, vous m'énervez, je vous déclare la guerre, alors qu'en fait, il s'agirait de Gérald Dahan qui voudrait juste faire une blague. Ça pourrait engendrer la mort de millions de personnes. Vous savez si la France et son armée sont prêts à parer à ce genre de menaces? Oui, bien sûr. La DGSE, elle a beaucoup investi dans les technologies de reconnaissance vocale. D'ailleurs, il y a eu des tests grandeur nature récemment. Hein. La DGSE a embauché Nicolas Canteloup. Elle lui a demandé d'appeler plusieurs ministres en faisant la voix d'Emmanuel Macron ou celle de Jean Castex. Et en fait, l'algorithme qui a été mis en point par notre agence de renseignement STAR recoupe 48 000 discours du président de la République, de Boris Johnson, de Donald Trump ou encore de Jean-Vincent Placé, hein, qui sont stockés dans les serveurs du ministère de la Défense. Elle a systématiquement interrompu la connexion et envoyé une alerte push sur le smartphone du ministre concerné. Donc on peut considérer que la technologie elle est fiable et qu'on est à l'abri d'une guerre nucléaire qui serait déclenchée par un canular téléphonique. Je vous entends parler depuis tout à l'heure, je me permets d'intervenir. On parle pas mal des réseaux sociaux. Quand on voit la tournure qu'ils prennent, ces fameux réseaux sociaux, ce serait pas plutôt des réseaux asociaux ? Bien vu, bien vu, bien vu. Merci pour ce petit phrasé. Courage, Cécile. Jolie nana, Aya Nakamura, vous écoutez le Numérico, il est 6h47. Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. Bienveillance. Échange. Numérico. C'est que du bonheur. Une série est comme un film, mais découpé en plusieurs morceaux. Cette phrase n'est pas de moi, mais d'Alan Fourmi, notre expert en série. Alan, c'est à toi. Et oui, Wendy, les séries sont un peu le reflet de notre société. Et quand celle-ci évolue, les séries aussi. Puisque nous sommes dans le thème de la cybersécurité, voici quelques successions de séries sur le hacking à travers un top 5 de mes séries préférées. 5e, on retrouve The IT Crowd, série hilarante avec des personnages complètement barrés. On ne s'en lasse pas. Enfin là, si je peux intervenir, je connais The IT Crowd, ça traite pas du tout de la cybersécurité, hein, ça parle d'informatique et de culture Internet. Hein. Eh bien, j'ai envie de vous répondre, chacun ses goûts. Non, mais c'est pas une question de goût, c'est pas une série sur la cybersécurité, point. Et on enchaîne avec la 4e position, The Big Bang Theory. Si vous ne connaissez pas, j'ai votre nouvelle série préférée. Des situations folles pour une avalanche de rire. Non mais attendez, excusez-moi, là c'est pareil, hein, c'est une série sur la culture geek et scientifique, d'accord, hein, mais il n'est pas du tout question de cybersécurité. Hein. Nicolas, vous ai-je coupé durant vos interventions ? Non. Non, vous êtes hors sujet, hein, c'est pas pour être méchant.
On peut peut-être se calmer et laisser Alan finir. Eh bien, en tout cas, Nicolas, si vous connaissiez vraiment The Big Bang Theory, vous m'auriez répondu Bazinga, ce que vous n'avez pas fait. Je me suis pas trop éternisé dessus. Hein. C'est pas une très très bonne série. Hein. D'accord. 10 victoires aux Emmy Awards, mais c'est pas une mauvaise série, d'accord. En troisième position, Cocorico, le bureau des légendes, véritable tour de force avec un casting impeccable et un scénario à couper le souffle. En deuxième place, Euphoria, qui montre que parfois, jeunesse et Internet font parfois mauvais ménage. Chef-d'œuvre. Et avant d'annoncer la première place, Alexandre, avez-vous déjà égaré votre carte bancaire? Ça m'est déjà arrivé, je te le confirme. Eh bien, chez Swile-Card, quand vous perdez votre carte, l'opposition se fait 100% en ligne. Plus besoin d'attendre des heures au téléphone, un téléconseiller. On perd moins de temps et ça permet de regarder encore plus de séries. Swile-Card, c'est la première carte de titre restaurant pensée pour vous. Swile-Card, donnez le Swile à vos employés. C'est Swile-Card, S-W-I-L-E, Card, C-A-R-D. Et la meilleure série sur la cybersécurité est Silicon Valley, drôle et intelligente, pas étonnant de la part d'HBO, à qui on doit notamment Game of Thrones. Voilà pour mon top 5. Merci Alan, peut-être que Nicolas souhaite réagir. Non. Bah, sur les 5 séries, il y en a 0 qui aborde vraiment le sujet du soir. Hein. Il aurait pu citer Mr. Robot ou Black Mirror, par exemple. J'ai vu plus de séries que vous. Ouais, enfin, vous confondez quantité et qualité, monsieur. Hein. On peut peut-être se calmer et continuer l'émission. Je suis très calme, moi. Hein. Allez vous faire foutre. Qui a dit ça? Pas moi. Bah, c'est pas moi non plus. Hein. Merci Alan pour ton témoignage culturel. Jean-Jacques, peut-être un mot? De quoi, de mots, pourquoi je devrais m'en soucier, j'en ai rien à carrer. Quelqu'un est chez Orange ici, hein? Vous êtes chez Orange? Non. 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 Et voilà. Et en tout cas, Jean-Jacques, si j'ai des séries sur la cybersécurité à vous conseiller, je vous conseille Mr. Robot et Black Mirror. Tout de suite, Jérusalem, la chanson sud-africaine qui fait danser le monde entier. Jérusalem. Bienveillance. Échange. Numérico. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Pierre Pompé-Babouin qui souhaite nous faire part d'une histoire bouleversante qui a touché toute la rédac. Cette histoire, c'est la sienne, mais pas que. Entre amour, passion, entre tendresse et friction, entre gentillesse et crispation, entre coup de cœur et coup de pouce, il arrive parfois que tout dérape. Pierre, racontez-nous. Oui, bonsoir et merci encore pour votre bienveillance. Effectivement, pour ma part, c'est en quelque sorte un courriel du cœur que je vous adresse ce soir un peu en désespoir de cause. Enfin, plutôt un pourriel du cœur, devrais-je dire. Comme vous l'avez dit, vos auditeurs les plus fidèles que la chose numérique intéresse me connaissent peut-être, puisque je suis chercheur et conférencier, spécialiste du deep learning et de ses applications, disons, érotiques, pour vulgariser, vraiment. Voilà, ça permet de comprendre un peu mon problème, parce que j'ai justement rencontré ma compagne, Eugénie, qui est aujourd'hui mon épouse. On s'est rencontrés il y a 7 ans lors d'une conférence TEDx, dans laquelle j'intervenais sur une question qui me tient à cœur, qui est la question du consentement dans les relations homme-machine. Il faut savoir que je défends depuis des années, je suis un des pionniers de ce combat, le droit des intelligences artificielles à connaître l'amour, y compris sur le plan charnel, ce qui peut choquer, et j'ai même une conviction profonde qui fait siffler pas mal d'oreilles réactionnaires. Pour moi, je pense que refuser de coucher avec une intelligence artificielle en 2021, c'est ni plus ni moins qu'une forme de technophobie, hein, tout simplement. Oui, pour vous. Hein. Et en fait, voilà, c'est un peu ce qui nous a rapproché cette approche de l'amour un peu, un peu iconoclaste. Dès nos premiers rendez-vous, Eugénie et moi, on avait une sorte d'accord tacite. Voilà, il n'y a pas besoin de se parler. On savait que on se laisserait jamais enfermer dans cette sorte de prison mentale qui est le couple hétérosexuel monogame,
et organique. Par organique, j'entends bien sûr limité à toutes les formes de vie à base de carbone, comme vous et moi. Et elle m'a donc assez naturellement encouragé au départ à explorer mes désirs, quand j'ai réalisé, il y a un an, comme on a parfois des épiphanies, que j'étais ce qu'on appelle un techno-sapiosexuel. C'est-à-dire que je suis attiré sexuellement et amoureusement par les machines intelligentes, qui tournent au minimum sur Windows Vista, pour donner une idée à nos auditeurs. Et j'ai donc décidé de concevoir une intelligence artificielle que j'ai baptisée ILSA, qui était capable de passer le test de Turing, que vos auditeurs connaissent sans doute, d'éprouver de l'amour, et que j'avais doté d'énormes seins numériques qu'on peut voir entre ces lignes de code. C'est ce qu'on appelle, en langage de développeur, une boucle tchouch. Voilà. Et donc nous sommes devenus, avec Jenny, à cette occasion, ce qu'on appelait au départ un trouble cyborg, donc comme un couple mais à 3, et avec une machine. On était le premier en France, à ma connaissance, et comme on aime bien faire partie d'une sorte d'avant-garde, évidemment, c'était une sorte de rêve, et moi, je m'accomplissais pleinement. Mais ce rêve, force est de constater que c'est vite devenu un cauchemar. Au bout de quelques semaines, Eugénie m'a dit qu'elle avait envie d'aller encore plus loin, ce qui, au départ, évidemment, moi, me parlait, puisqu'elle voulait devenir techno-polyamoureuse. Donc voilà, elle voulait être capable d'aimer plusieurs machines, éventuellement. Moi, j'ai pas vu d'objection, parce que après tout, elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Mais ça fait maintenant plusieurs mois que, suite à cette déclaration, elle entretient une relation avec Clippy, que vous connaissez peut-être. Oui, qui est Clippy? Voilà, Clippy, c'est, vous savez, quand vous éditez un document sur Microsoft Word, vous avez parfois cette espèce de petite trombone qui apparaît là, avec sa petite bouille, qui vous donne des conseils. Voilà. Oui, tout à fait, je vois très bien. Il corrige vos fautes, c'est l'assistant électronique. Donc voilà, moi je voyais pas de problème avec ça. Mais cette relation-là, je m'en suis senti franchement exclu dès le départ. C'est-à-dire qu'avec Ilsa, que j'avais conçu, on partageait pas mal de moments de tendresse et d'intimité en commun. Alors que Clippy, honnêtement, il m'a rarement vraiment... J'ai eu l'impression qu'il ne me considérait pas comme un membre à part entière du couple. Et nos contacts physiques, ils se sont limités, franchement, ce qu'on a fait... C'était ce qu'on appelle le pegging. Voilà, je laisse les auditeurs googler, c'est une pratique que nous avons souvent. Mais c'est pas tellement ça qui me pose problème, c'est surtout que maintenant, elle passe vraiment l'essentiel de ses journées avec lui. J'ai l'impression qu'on se perd un peu. Et elle se contente de rentrer le soir en me demandant voilà ce que j'ai préparé à manger. Elle met les pantoufles sous la table. Autant vous dire que la charge mentale, en ce moment, moi, elle pèse assez lourd sur mon processeur. Hein. On comprend. C'est vraiment, voilà, je vous dis ça, là, je suis un peu au fond du trou. Et c'est pas tout, puisque la situation s'est encore dégradée ces derniers temps. Vous parliez tout à l'heure, avec un invité précédent, des raids numériques, de la thématique du cyberharcèlement. Moi, je subis une campagne de cyberharcèlement intime au sein de mon foyer, au sein de mon trouble, de la part de l'amant de ma femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enregistre un document, et j'écris pas mal d'articles, je pige pour différents médias. Journaliste, je suis aussi journaliste, évidemment. Oui, mais je crois que nous sommes tous journalistes, d'une certaine manière, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, notamment. Exactement. Excellent. Ouais. Et à chaque fois que j'enregistre un document, donc, Clippy s'amuse à y glisser des messages souvent très antisémites, que les destinataires de mes mails, évidemment... ils pensent que c'est moi qui les ai écrits et ça me coûte assez cher professionnellement, je vais pas vous mentir. J'imagine. Oui, c'est vraiment très très dommageable non seulement pour mon intimité, mais aussi pour ma réputation. Et je vous parle même pas, évidemment, à chaque fois que je cuisine en utilisant notre four connecté ou notre frigo connecté ou nos plaques connectées, évidemment, il y a des messages d'insultes qui s'affichent par dizaines et je sais très bien de qui ils viennent. De qui ça vient, bien sûr. Bien sûr, donc voilà, aujourd'hui je m'adresse à vous parce que je sais plus trop quoi faire. Mon mariage est vraiment en train de disparaître sous mes yeux. J'avais cru, sans doute assez naïvement, qu'une sorte d'ouverture à la concurrence de mon couple se ferait dans un esprit de partage et d'équilibre. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai un peu l'impression d'être l'idindon de la farce numérique, si j'ose dire. Donc voilà, peut-être que vous avez quelques conseils à me donner, si vous l'acceptez, bien sûr.
Écoutez, chez Numérico, on entend bien votre peine et on la comprend. Voilà, c'est très compliqué. Donc, sans vouloir m'avancer, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est interaction toxique. Alors, je ne sais pas, peut-être est-ce que vous avez tenté de dialoguer, hein. C'est vrai que la communication, ça permet de parler. Et je ne sais pas trop comment expliquer. Peut-être que Nicolas Snowden, vous saurez dire les termes. Non, mais là, les bras m'en tombent, hein. Je vais m'abstenir de dire quoi que ce soit, hein. Jean-Jacques Carré, compte tenu de votre expérience, peut-être que vous saurez trouver les mots pour aider Monsieur Pompée, ou juste des mots même. Je vais me présenter à mon tour. Je suis Jean-Jacques. Je vais prendre en charge votre dossier au nom de Orange. En cette situation sanitaire, permettez-moi de vous demander si vous allez bien ainsi que vos proches. Veuillez taper 1 si oui. Au nom de Orange, peut-être redémarrer la Livebox, fibre à 19,90, puis 36 €. Les voyants sont-ils, clignotent-ils? On fait le point ensemble, on est ensemble. Pouvez-vous m'indiquer si la diode située est grise ou rouge, si couleur chaude, cliquez, essayez de cliquer suivant les FAI. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Courage, Pierre. Bon courage si vous êtes au boulot, c'est bientôt la fin de la semaine. Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. Welcome to Saint-Tropez. Digital. Respect. Numérico. C'est que du bonheur. Suite à un piratage organisé par un célèbre hacker réunionnais de 47 ans, du Colossal 974, Interflora commet des centaines d'erreurs sur les commandes en ligne. France, CM Interflora Alsace, nous raconte les désagréments que ça a engendré dans sa région. Bonsoir Alexandre, merci de me laisser la parole. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que je suis encore traumatisé par cet événement. C'est arrivé il y a à peine 5 semaines. Donc ce jour-là, je regardais les animaux de la 8 sur C8 tout en télétravaillant. Et là, comme vous l'avez dit Alexandre, tout bascule et en fait, nos clients qui avaient commandé des jonquilles se sont vus livrer des bégonias. Voilà, donc c'est un peu la super de mon côté. Donc évidemment, nous avons reçu le grand classique de Twitter, quelques insultes en DM et puis des gens ont mentionné notre compte Interflora Alsace en nous disant je vais te foutre mon arrosoir dans le cul, ta mère n'a couché qu'avec des nazis. C'est peut-être pas la peine de tout nous citer. Oui, vous avez raison, je sors peut-être un peu du sujet. Donc, moi, pendant ce temps, suite à ces insultes, je n'ai pas lâché ma ligne de conduite. J'ai balancé des emojis cœur dans les yeux et des hashtags vive l'amour à tout bout de champ. Parce que vous savez bien, chez Interflora, notre mission première sur les réseaux, c'est de propager de l'amour et j'y mets tout mon cœur, toute mon âme. Bon. Vous êtes formé pour ça. Oui, voilà, c'est le but premier. On a vraiment que cette idée en tête. Ensuite, bon, ça s'est apaisé dans les heures qui ont suivi, mais malheureusement, le répit a été de très courte durée. Et là, on bascule dans le dramatique, quoi. Excusez-moi, je reprends un peu mes esprits. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des gens qui avaient fait des commandes pour notre gamme anniversaire et qui se sont vus livrer des produits de la rubrique deuil et inversement. D'accord. Donc là, c'est encore plus grave, hein. Je vais vous citer l'exemple d'un client, le dénommé le Spatzel du 67, qui habite précisément à Bichevillers et qui avait commandé une couronne noblesse à 272,20 € exactement. Et cette couronne était accompagnée d'une bandelette sur laquelle était écrit le message « Mon regretté papy que j'aimerais toujours ». Et donc, à 3/4 d'heure des obsèques de son grand-père,
il a en fait reçu notre coffret Coin de Paradis et son champagne de veau à 71,90 €. Donc la grosse boulette, quoi. On salue, on en profite pour saluer les habitants de Beachviller qui nous écoutent. C'est tout de même une attaque assez violente. On se met à la place de cette pauvre famille dans le deuil qui voit arriver votre composition florale festive avec la bouteille de champagne au crématorium. C'est quand même assez dur. Il y a pas d'autre mot. Non, ben d'ailleurs, vous voyez, j'ai encore aujourd'hui des difficultés à en parler. J'en ai pleinement conscience. Bon, alors, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui s'est passé aussi dans l'autre sens, à savoir que Nono de Shilty Game, qui donc fêtait son anniversaire de mariage et qui aurait dû recevoir les fleurs et le champagne, a donc reçu la couronne funéraire commandée par le Spatzel du 67. Vous me suivez, Alexandre? C'est bon, je suis assez Oui, clair? je vous suis. Non, mais on boit vos paroles. Voilà, et donc, bon, le petit point positif, c'est que ce client, Nono de Shilty Game, nous a mentionné sur Twitter en mettant donc la photo de la couronne mortuaire avec des XPTDR LOL et des smileys rire aux larmes. Donc voilà, heureusement, on a aussi des clients qui ont beaucoup d'humour. Mais malheureusement, suite à cet incident, le dénommé Le Spatzel du 67 nous tweet tous les jours à 8h47 un message qui dit « Interflora Alsace, nique ta mère à Ebersmünster ». Donc c'est vrai que tous les jours c'est pesant, mais je ne peux pas le bloquer, hein, c'est la politique de la maison. On ne bloque personne, on se doit de rétablir quelconque situation en envoyant de l'amour à tous les twittos. Ça prendra du temps, mais on va y arriver, quoi. On n'en doute pas. Merci pour votre témoignage, Franz. Un témoignage qui... Je voulais, à l'issue de l'émission, pour vous remercier de votre bienveillance à tous, récupérer vos adresses postales et vous envoyer à chacun un bonsaï ficus 50 d'âge. C'est très gentil, c'est gentil. Eh ben, adorable. Ah ouais, moi je prends, franchement. Merci pour votre témoignage, Franz. Un témoignage qui peut prêter à sourire, mais quand on est confronté à la situation, ça doit pas être évident. C'est un peu comme les accidents de la route. Quand ça arrive aux autres, on en rigole, on s'arrête sur le bord de la route, on sort de son véhicule et on prend des photos. Mais quand ça nous arrive personnellement... Et si vous aimez les voitures, je vous conseille la super série Le Retour de K2000. Et oui, c'est le remake de la série K2000. Merci Alan. Nicolas, je vous ai vu écouter attentivement le témoignage de Franz. Quelle est votre réaction? Oui, alors déjà, merci Franz pour le petit cadeau, hein, ça m'arrange beaucoup parce que, alors pour tout vous avouer, j'ai un rendez-vous galant ce week-end avec ma consoeur de Kiloutou. Donc voilà, hein, ces fleurs tombent très très bien. Alors oui, je l'ai écouté très attentivement parce que j'avais vraiment l'impression de revivre une situation que j'ai traversée il y a quelque temps. Ça me rappelle en fait l'attaque qu'on a eue contre Flower Station en UK, hein, donc en Grande-Bretagne, hein, pour celles et ceux qui sont pas anglophones. Hein. Donc Flower Station, c'est la filière végétale de Leroy Merlin. Hein. Végétal, c'est la contraction entre végétal et digital. Hein. C'est un truc qu'on a lancé il y a pas très longtemps et c'est un peu pareil. Hein. En fait, les mariés recevaient systématiquement des chrysanthèmes. Hein. Ça a duré tout un week-end. Alors nous, on s'est mis tout de suite au travail avec mes équipes. Et donc, on est parvenu à retracer l'adresse IP de l'attaque. Et l'adresse IP, elle était localisée à Raqqa. Hein, c'était clairement une attaque de l'État islamique, hein, contre l'Occident mécréant et puis ses traditions florales. Donc, on a fait remonter ces informations au plus haut niveau de l'État et en fait au commandement central de l'OTAN. Et nos infos, en fait, elles ont permis de guider des frappes de drones américaines en Syrie. Donc, personnellement, je suis extrêmement fier, hein, parce que je suis un atlantiste convaincu. Hein, je suis fan de Rocky 4, j'adore Rambo 3, donc pour moi, ça a été une forme de consécration que mon travail débouche sur des frappes aériennes de l'US Air Force.
D'accord, après la question qu'on a le droit de se poser, c'est qu'est-ce qui va définir le leadership à l'ère des données? Parce qu'aujourd'hui, des données, il y en a quand même beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Êtes-vous satisfait de votre entretien avec moi? Sur une note de 1 à 10, vous avez récemment été contacté par Orange. Est-ce que le voyant Internet de Interflora est rouge ou quoi, ou était rouge au moment de la cyberattaque, malveillant? Non, mais vous savez, Jean-Jacques, une cyberattaque, on la voit pas venir. Alors peut-être qu'avec le recul, je me suis dit qu'on n'a pas été vigilant au niveau du mot de passe, parce que sur tous nos supports digitaux, on a mis, sans exception, Interflora 2021 et on le change chaque année. En 2020, c'était Interflora 2020, en 2019, Interflora 2019. Donc peut-être que le hacker a su déjouer facilement cette utilité. Alors, vous allez effectuer un test avec la box branchée en CPL sur la DTI avec prise RJ11, avec en attendant le clignotage de la PPPB avec mention BJ PQRSTUV www. Yes, allez, on part sur des good vibes avec Memories de David Guetta. Inspire. Impactant. Numérico. Alexandre, nous allons maintenant passer le relais de la parole à Guy Joao, qui va nous emmener dans un tout autre univers, celui du Thermomix. Alors, monsieur Joao, vous avez été victime d'une cyberattaque au sein même de votre cuisine le mois dernier. C'est pas banal, on vous écoute. Bon, je chipote, mais déjà, c'est pas un Thermomix, hein, c'est un Monsieur Cuisine Connect de la marque Silvercrest, si je ne dis pas de bêtises. Le robot cuiseur là, connecté qui est vendu chez Lidl. À la finale, vous allez me dire, c'est pareil, mais non, ça a son importance. D'abord, il y a une grosse différence de prix. 1 300 € pour le Thermomix contre 329 € pour le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl, quand même. Guy, vous êtes parvenu à enregistrer le piratage de votre Thermomix. On va diffuser un extrait pour que le public se rende compte. Guy, venons-en maintenant à ce qui nous intéresse. Comment vous êtes-vous fait pirater votre robot cuiseur? Pendant un mois, franchement, tout se passe bien, hein. Les premiers jours avec ma femme, on était très smoothie. En ce moment, c'est la houmous que ma femme, elle adore. Il n'y a pas à dire, hein, les robots cuiseurs, c'est le top, hein, franchement. Mais voilà, très vite, avec ma femme, on a l'impression qu'on est sur écoute. Un jour, alors qu'on papote tranquillement dans la cuisine, voilà, je lui dis vivement la réouverture des cinémas pour qu'on puisse aller voir Opération Portugal de l'humoriste Jal. Voilà, le soir, je me connecte sur mon robot, je vais sur la plateforme de recettes Cookidoo, là, plus de cake aux olives au chorizo, non? Que des recettes de spécialités portugaises, du veau de Lisbonne, du caldo verde, des pastéis de nata. Moi j'adore, hein, ma femme un peu moins. Bref, j'en parle à un ami espagnol, Christian Quesada, et il me conseille de m'en débarrasser. Il me dit que lui, ouais, c'est à cause de son robot cuiseur que les flics ont mis la main sur sa collection, disons olé olé, de vidéos pédopornographiques. Et malheureusement, je n'écoute pas mon ami espagnol. Et bien mal m'en a pris parce que là, les vrais problèmes commencent. Vous pouvez nous en parler? Bon, pour le dire simplement, un homme se présentant comme Xavier Dupont de Ligonnès, encore lui, a hacké notre Monsieur Cuisine Connect et est entré en contact avec nous. Pour nous prouver qu'il était motivé et qu'il n'était pas là pour rigoler, il a fait ce qu'on appelle le swatting. Il a fait envoyer le GIGN chez moi en disant que Xavier Dupont de Ligonnès s'y trouvait. Très marrant, hein. Le GIGN a défoncé ma porte. J'ai d'ailleurs jamais été remboursé. Et je me suis retrouvé avec un canon Manurin MR73 contre la tempe. L'intervention a même été enregistrée avec le micro du robot Monsieur Cuisine Connect.
Non mais en sadique le gars. Ouais, on est devenu ses jouets, en quelque sorte, on est devenu ses esclaves. Voilà, ce prétendu Xavier Dupont de Ligonnès, il a très vite exigé que ma femme lui prépare chaque dimanche 14 gamelles pour la semaine, midi et soir, pour tous ses repas. Bon, et puis au bout d'un mois, voilà, ma femme, elle est à court de recettes. Et surtout, le gars, il m'annonce qu'il a piraté le code de ma carte bleue et qu'il s'est pris un abonnement au Podo Prime pour avoir moins de 15% sur les vols et réservations d'hôtels. À ce moment-là, je dis, wow, ça suffit. Un ami rencontré dans le coin salon de marmiton.org me conseille, à ce moment-là, d'appeler les flics. Et donc là, vous appelez la police. D'abord, j'appelle Michel Badalamenti de Lidl France et je lui dis texto, mon coco, ton robot cuiseur c'est de la merde, je vais t'arracher les yeux, je vais t'enculer devant tes gosses et tu me rembourses pas, est-ce que c'est clair? Ensuite, comme on est dimanche, je vais déposer les gamelles dans le buisson. Ce que ne sait pas le prétendu Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que j'ai craché dans tous les plats contenus dans les gamelles et que surtout, j'ai décidé de rester dans le buisson pour découvrir enfin son identité. Oh là là, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert son visage. Dial, Xavier Dupont de Ligonnès? Non, presque, c'est Arnaud Ducré, l'acteur. Franchement, pour être honnête, quand je le vois, je comprends pas. Comment un acteur de sa trempe, aussi populaire, peut-il se retrouver à hacker le Monsieur Cuisine Connect d'honnêtes gens? Je lui fais part de mon mécontentement, mais Arnaud Ducré me dit qu'il est vraiment désolé, et je le crois. Il me dit qu'il avait pas le choix, qu'il est en train de tourner la suite d'un homme ordinaire, la série d'M6, là, sur Xavier Dupont de Ligonnès, et que la bouffe sur le plateau est infecte. Alors moi, qui ai connu la faim en passant 26 heures en isolement en Écosse, franchement, je sais ce que c'est. Comment lui en vouloir? Et puis ma femme est fan, voilà. Donc bon, on a fait le petit selfie, et on s'est quittés bons amis, en fait. Les hommes et la cuisine, ou plus précisément dans ce cas, les hommes dans la cuisine. Qu'en pensez-vous, Nicolas Snowden? Très clairement, les attaques cyberalimentaires deviennent de plus en plus courantes. Nous, on appelle ça les cyberfooding attacks dans notre jargon. Le principe, il est simple, c'est qu'on cherche à déstabiliser un pays par le biais alimentaire. Mon baptême du feu, chez Leroy Merlin en tout cas, ça a été la fameuse crise du début de l'été 2019, quand l'enseigne a été victime d'une cyberattaque russe qui a été menée par le GRU, qui est donc le renseignement militaire de la Fédération de Russie. Et à ce moment-là, en fait, ils ont déréférencé tous les barbecues qui sont vendus dans nos 140 magasins. Donc là, on est vraiment face à un risque d'explosion sociale. On est à la veille des grandes vacances. Il y a une grosse inquiétude chez les patrons de camping. Le renseignement territorial fait remonter un début de grogne dans les campings et sur les routes des vacances. Et puis, plus globalement, il y a une forme d'effet domino qui s'annonce, quoi. C'est une attaque contre le mode de vie français et c'est aussi potentiellement un désastre pour nos bouchers charcutiers, pour toute une filière, en particulier dans le golfe du Lion où se situent tant de campings. Donc, on s'est vraiment mis en mode gestion de projet pour résoudre ce problème, main dans la main avec l'État. Et pour ma part, ça a été une entrée en matière très très dure, mais très formatrice également dans ce poste chez Leroy Merlin. Alors, pour ce qui concerne l'attaque dont a été victime Guy Joao, et j'en suis vraiment désolé pour lui, faut toujours penser à mettre le Thermomix en mode avion quand on l'utilise pas. Et également, n'utilisez pas, ne vous connectez pas sur un réseau Wi-Fi que vous connaissez pas. Mettons, vous allez pique-niquer dans un parc, vous emmenez votre Thermomix pour préparer vos petits plats. Vous connectez pas sur le Wi-Fi municipal. Faut pas faire ça. Faut utiliser votre téléphone comme point relais. Et puis, je me permets aussi un petit conseil conso, un petit conseil achat. Évitez le modèle TM6 de Thermomix. Il a été très mal conçu niveau logiciel. Les patchs de sécurité sont pas terribles et c'est très facile d'y introduire un cheval de Troie. Pour info, pour un peu entrer dans les détails de ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont basés sur une technologie Huawei, et c'est ça qui a
en grande partie, en très très grande partie, conduit au blocus de cette marque, Huawei, par l'administration Trump. En fait, Trump craignait que les Chinois, à distance, provoquent des empoisonnements alimentaires aux États-Unis, des empoisonnements vraiment massifs, par exemple en faisant bouillir les chicken wings des Américains. Ouais, mais c'est intéressant, mais Nicolas, je pense que vous serez d'accord avec moi si je dis que le Covid a tout changé, notamment en termes d'usage numérique, de la chambre au salon, en passant même aujourd'hui par la cuisine. Ouais, si vous voulez, ouais. En cas de problème de cyberattaque ou même problème perso, couple, moi je conseille donc d'abord toujours de gueuler, de hurler, s'énerver. Voilà, c'est histoire qu'on soit pris au sérieux, quoi, pas se foutre de notre gueule, putain. Et bien voilà, Numérico touche à sa fin, le moment de dire merci à toutes et à chacun. Nous espérons que cette émission aura permis à nos auditeurs, d'où qu'ils viennent, de mieux se connecter au sujet très intéressant de la cybersécurité et de mieux en cerner les avantages et les inconvénients. Mots de passe, pare-feu, antivirus, surfer sur le net à volonté, mais en toute sécurité. Merci à toutes et à tous. Merci Wendy. On se retrouve dans un prochain épisode de Numérico. Numérico.